peu du commencement de l'histoire. Alors, on ne va pas parler de lanceurs, mais de l'histoire des fusées. Je suis très heureux de pouvoir compter sur Philippe Young, qui va vous parler des travaux de Louis Suzanne, qui est un pionnier des fusées, qui a développé un certain nombre de fusées à des fins militaires à Metz au 19e siècle. Non. Donc, Philippe Young, vous avez fait votre carrière dans le secteur, dans le domaine spatial, pour la firme aérospatiale, puis pour Thales Alenia Space, essentiellement dans le domaine des satellites, mais je vous laisse vous présenter, ainsi que le sujet de votre conférence. Bien, merci. Donc effectivement, il est très peu connu que la première fusée française, les premières fusées en France ont été en fait réalisées à Metz. Pendant très longtemps, on a cru que c'était Jeanne d'Arc lors du siège d'Orléans avec les frères Bureau qui avaient été lancés les premières fusées en France en 1428. Mais en fait, mon collègue, mon ami Jean-Jacques Serrat, qui est le grand expert de l'histoire de la fusée en France, a trouvé qu'il y avait déjà eu la fabrication de fusées en 1416 à Metz. Alors, juste un bref rappel, les fusées à l'époque, ça ressemble beaucoup aux fusées de feu d'artifice à l'heure actuelle. Hein. Donc, c'est en fait, il y a un cartouche qui contient de la poudre noire et qui est stabilisé par une baguette latérale. Alors, la poudre noire, en fait, c'est un mélange de salpêtre avec un peu de soufre et un peu de charbon. Alors, il va y avoir une étape très importante, c'est en 1794, lorsque l'école du génie, qui était située à Mézières, à Charleville-Mézières, va être envoyée à Metz. Or, il y avait déjà à Metz l'école d'application de l'artillerie, et donc en 1802, ces deux écoles vont être fusionnées, et c'est un événement très important parce qu'en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'à l'époque, lorsqu'on était polytechnicien, il fallait après donc faire une école d'application. Et l'école d'application, c'était celle de Metz. Il va y avoir un épisode assez intéressant, c'est avec l'Angleterre. Le grand pionnier de la fusée au début du 19e siècle, c'était William Congreve, qui en fait avait récupéré des fusées des Indiens, qui étaient les plus en pointe à la fin du 18e siècle. Et donc, Congreve va être le premier à faire une évolution très importante de la fusée. Alors, vous voyez, à l'époque, il a commencé à faire des fusées plus modernes que les Chinois, qui en fait utilisaient des cartouches en bambou. Il va rendre ce cartouche métallique. On voit ici les fixations de la baguette latérale. Et ces fusées vont être d'ailleurs utilisées largement par les Anglais contre les troupes napoléoniennes. Un épisode intéressant, en 1813, le Dominique Munier, qui est né à Jouy aux Arches, donc la banlieue de Metz, va devenir le patron d'une compagnie d'artificiers, puisque la France a quand même fini par se lancer aussi dans la fusée militaire. Mais surtout, j'ai trouvé qu'il avait finalement rédigé la première théorie connue de la fusée sur le plan scientifique, en s'intéressant notamment à la position du centre de poussée, la position du centre de gravité, la longueur de la baguette, etc. Et donc, vous avez l'écrit sous les yeux. Alors, une étape très importante, c'est en 1815, lorsque Congreve, dans la région de Londres, va centraliser la baguette. Alors ça, c'est très important parce qu'en fait, pourquoi la baguette était latérale? Mais parce que les gaz, les vents, comme on disait, empêchaient toute baguette centrale. Donc le fait de passer à une baguette centrale obligeait à réaliser des évents axiaux. En fait, 5 évents. Et pourquoi c'est important? Parce que du coup, le vol de la fusée en question va devenir beaucoup plus symétrique. Alors, on retrouve encore trace d'essais de fusée en 1817 à l'école d'artillerie de Metz, avec même un dessin d'époque. Donc la France se lance quand même finalement dans la fusée militaire et il va y avoir une première époque qui va commencer en 1818 avec création d'une compagnie de fuséens, comme on dit, à Toulouse. Et oui, on a fait des fusées à Toulouse aussi. Donc vous voyez, fusée typique de l'époque avec la baguette latérale. Alors revenons à Metz. Ce qui va se passer donc, c'est que, comme j'espère vous le voyez, est-ce que vous voyez la planche complète? Parce que moi j'ai une incrustation. Oui, Oui, on la voit bien. Ok, parfait.
Bien, donc après beaucoup de recherches, j'ai fini par trouver tous les endroits où en fait on faisait des fusées à Metz. En l'occurrence, la poudre était réalisée à l'île du Saulcy, donc c'est là qu'il y a l'université à l'heure actuelle. Vous avez ici l'école d'application et du génie, et donc j'ai fini par trouver qu'en fait c'était tout simplement le Metz officier à l'heure actuelle, donc en plein centre de Metz. Et vous avez l'école d'artillerie qui se trouve ici, et puis surtout vous avez Chambières avec le polygone d'essai pour le tir des fusées. Et on constate effectivement que les professeurs de cette école sont très prestigieux, hein, Poncelet soi-même, un spécialiste Piaubert notamment de la combustion, hein, la loi de Piaubert est connue par ceux qui s'intéressent à la propulsion. En fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'à l'époque, Metz est tout simplement le plus important centre scientifique en France, aux surprises, le deuxième étant la Monnaie à Paris, avec les spécialités que vous voyez sous les yeux. Et Metz va même créer des cours industriels pour les ouvriers. Alors là, ce sera le deuxième centre après la région parisienne. Voici donc l'endroit où on pouvait tirer les fusées, et vous avez ici, en 1824, la création de l'école centrale de pyrotechnie, laquelle existe toujours en un certain sens, puisqu'aujourd'hui c'est la caserne Serré-de-Rivière du 2e régiment du génie. Nouvel épisode anglais. À l'époque, on parlait beaucoup de ce qu'on appelait le secret de la fusée. Ça fait un peu rire maintenant, mais il y a donc un disciple de Congrès qui s'appelait Bedford et qui, on ne sait pas trop pourquoi, s'est fait appeler Mowat, a été embauché à Vincennes, qui était un grand centre d'essais militaires à l'époque, et qui va proposer ses propres fusées et qui finalement va être transféré logiquement à l'école centrale de pyrotechnie de Metz. Alors voici la deuxième période qui commence en 1827, où la France, là aussi, modernise ses fusées, notamment avec, comme vous pouvez le voir ici, la baguette centrale. Alors, ici, je ne peux m'empêcher de faire allusion à un feu d'artifice qui a été tiré à Metz à l'occasion de la visite de Charles X. Et quand j'ai lu le document, écrit par Munier d'ailleurs, j'ai été extrêmement surpris de voir le niveau de très haute technologie de ces feux d'artifice. C'est tout à fait impressionnant avec des essais de couleurs, des machines tournantes. Et vraiment, on peut dire qu'il y a un lien, pas négliger le lien entre le feu d'artifice de l'époque et la fusée militaire de l'époque. Ce qui est également intéressant, j'ai trouvé trace d'essais de fusées rotatives, spinées comme on dirait aujourd'hui. Alors ça, si c'est confirmé, c'est extraordinaire parce que ça se passe en 1832, alors que le monde entier nous explique depuis très longtemps que c'est un Anglais, Hale, qui a été le premier à lancer des fusées spinées en 1844. Donc ceci reste à confirmer. Bien, alors, suite d'ailleurs à ce feu d'artifice, il y aura une conséquence significative, puisque du coup, eh bien, Charles X va transformer la Société des Lettres à Metz en une académie, qui existe toujours à l'heure actuelle. Bon, et vous avez ici en bas à droite, vous voyez que ces fusées commencent à être utilisées un peu partout, hein, en Algérie, en Belgique, comme on dirait aujourd'hui. Alors Suzanne, qui sort de Polytechnique en 31, va donc faire son application à Metz, logique. Et il va rédiger pas mal de choses, notamment un très intéressant document sur l'étude du coton poudre. Alors, le coton poudre, en fait, c'est un perfectionnement de la poudre noire, qui d'ailleurs va également faire l'objet d'une variante à Nancy, par Braconnier. Alors, comme Metz est devenu le grand centre en France, eh bien, ça veut dire que ça devient un centre technique. Et notamment, un autre Anglais va proposer des fusées, Wade, et ces fusées vont donc être essayées alors là, à l'affaire et comparées aux fusées de Metz. Il se révélera d'ailleurs que les fusées de Metz étaient en fait plus performantes. Alors pendant ce temps-là, notre ami Munier va être muté à Strasbourg. Et il va y avoir un gros débat qui va s'instaurer à l'époque en France, quid du canon ou de la fusée. Donc, tout ceci va être étudié. Vous avez le détail ici, par Metz, bien sûr, qui est en fait l'expert en la matière. Alors, la conclusion sera que la fusée est certes moins puissante que le canon, mais elle est beaucoup plus maniable. Alors, il y a une étape intéressante. Je rappelle que le français de Borda a créé le système métrique en 1840, ce qui fait que les fusées, le calibre des fusées qu'on a jusqu'à présent en pouces, eh bien, devient millimétrique. Métrique. Il va également y avoir des simulacres de siège à Metz, et avec des épisodes intéressants. Il y a des fusées qui vont se perdre sur la ligne, par quelquefois des blessés.
Et puis, donc, nouvelle étape importante, enfin, une batterie spécialisée en matière de fusée va être créée. Il était temps, puisque les Anglais l'avaient fait depuis longtemps. Donc, vous avez ici le détail. Alors, Bedford, finalement, qui était très controversé à Metz, on va s'en débarrasser, si je puis dire, il va être envoyé à Vincennes. Et des essais intéressants vont également avoir lieu sur une fusée à empennage. Alors ça, c'est intéressant parce que ce serait une des premières fusées à empennage dans l'histoire de la fusée, hein. Donc qui remplacerait la baguette. Alors il va y avoir une grande controverse au sujet du coton poudre, coton-tige, utilisé notamment par les Autrichiens. Et effectivement, c'est Metz qui va être chargé de faire la comparaison et qui va effectivement montrer qu'en fait, une dose de pyroxyle qui dérive du coton poudre est égale à 3 doses de poudre de mousquet. Donc c'est effectivement beaucoup plus performant. Mais bon, controverse sur le sujet. Alors la troisième période va voir le perfectionnement des fusées en France. Et comme vous pouvez le noter, Suzanne devient commandant en 1850. Et effectivement, en 1852, il est muté à Metz et il devient le patron de l'école centrale de pyrotechnie. Et là, il va y avoir un changement radical de fonctionnement parce qu'en fait, aujourd'hui, on appellerait Suzanne un véritable chef de projet. Euh, il va moderniser l'ensemble, notamment développer l'utilisation de presse hydraulique. Avant, la poudre, on la chargeait à la main, tous les risques que ça impliquait. L'utilisation de la presse permet évidemment de mettre plus de poudre dans la même cartouche. Il va industrialiser, comme on dirait aujourd'hui, la fusée en la modernisant et en fait en créant ce qu'on appellerait aujourd'hui un véritable système d'armes cohérent avec le besoin. Il va naturellement être élu à l'Académie de Metz. Donc, parmi les essais comparatifs, il va y avoir à nouveau une controverse avec les fusées autrichiennes, qui étaient très légères et effectivement avec une poudre très efficace, hein, en utilisant le pyroxyle ou coton poudre. Mais la comparaison va montrer que, faite par Metz, hein, va montrer qu'elles sont en fait moins performantes. Donc, nouveau système d'armes en service en 1854, je passe les détails. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on arrive au moment de la guerre de Crimée. Et là, il y a un gros problème pour les troupes françaises parce que les bateaux ne peuvent pas atteindre le fond de la rade avec ni les canons ni les fusées de l'époque. Et donc Napoléon III va demander à Suzanne une fusée qui ait une portée d'au moins 5 km. Et le résultat ne va pas se faire attendre. Record du monde, ce seront les fusées les plus performantes de l'histoire de l'époque. 7 km de portée. Et elles vont être très largement utilisées pendant la guerre de Crimée. Donc là, on a pas mal de documents. Des commandes énormes, vous voyez, 24 000 fusées commandées, 22 presses, 50 par jour. Même les Anglais vont en acheter. Et les résultats vont effectivement être tout à fait extraordinaires. Même le patron chez du côté russe va avoir une fusée arriver dans son bureau. Il va y avoir des explosions massives de munitions. Alors, si une fusée comme ça tombe sur un dépôt de munitions, ça fait mal. Il y a eu pas mal de morts, de blessés. Donc, ça a été vraiment décisif, notamment lors de la bataille de Tratkir. Hein. Les fusées ont effectivement effrayé les chevaux, entre autres, ce qui n'est pas inutile à l'époque. Ça a permis de préparer également l'attaque de la prise de la tour de Malakoff. Et voilà. Et donc, le bilan, vous l'avez sous les yeux, avec le total de fusées lancées, c'est considérable. La conclusion était que la fusée avait été très utile. Et en l'occurrence, on aurait bien aimé en avoir plus. Et du coup, la batterie a défilé lors du défilé de la victoire. Alors en 1855, à Metz, on continue à travailler, il faudra perfectionner la fusée, les azimuts, d'où le système de 1856, avec 3 calibres, hein, 6, 9 et 12 cm. Voici quelques vues, avec modification d'ailleurs de la composition de la poudre. Une photo, on commence à avoir des photos, et la batterie va être en fait utilisée, les fusées de Metz vont être tirées dans le monde entier, puisque vous voyez, non seulement l'Algérie, le Maroc, il y a aussi le Sénégal, alors là, ce sont les fusées de la marine, et la Chine aussi, très largement utilisée en Chine. Pendant ce temps-là, eh bien, Suzanne devient naturellement président de l'Académie impériale de Metz. Alors, ce qu'il souligne, c'est qu'en fait, Metz a tout ce qu'il faut sous la main. Il y a la chimie,
Il y a la métallurgie avec le début des laminoirs en Lorraine et le champ de tir à Chambières. Donc en fait, tout milite pour que Metz soit aussi important. Alors ça va quand même s'arrêter et notamment, il va y avoir un dernier emploi lors de la guerre du Mexique. Alors pas beaucoup de fusées, hein, 8, mais bon. Alors dans les choses intéressantes, il y en a une notamment où le chapiton, donc la tête, euh, va être... il va y avoir des essais pour éjecter ce chapiteau au moment de l'apogée de la fusée. Donc en fait, c'est quasiment une fusée à étage, 2 étages. Bien, et puis bah, tout ça va s'arrêter. Alors souvent, ça a été en fait une course entre le canon et la fusée. Chacun prend l'avantage. Alors l'avantage de la fusée en Algérie notamment, c'est que dans les montagnes, il n'y a que la fusée qui peut être utilisée, parce qu'on ne peut pas transporter les canons dans les montagnes. Impossible. Alors Suzanne va écrire pas mal de documents intéressants, notamment des documents très intéressants sur l'histoire de la poudre, l'histoire des fusées de guerre. Il va devenir directeur de l'artillerie, général de brigade, grand officier de la Légion d'honneur. Il va finir général de division. Alors, il va y avoir une controverse à son sujet. D'abord, il va être chargé, ni plus ni moins, de faire l'analyse de la défaite de la France lors de la guerre de 70. Et puis ensuite, on va lui reprocher également de n'avoir jamais été combattant. Bien, et il va beaucoup écrire, vous voyez, il va écrire l'histoire de l'artillerie, de la cavalerie et de l'infanterie. Et tout ceci s'arrête en 1870, bah, vous devinez pourquoi. Hein. L'Alsace-Lorraine, du moins l'Alsace-Moselle, devient allemande. Et donc tout ça part à Bourges. Et ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, où sont fabriqués les petits missiles ex-aérospatial, les Miran, les Exocet, maintenant Airbus, ben, ils sont fabriqués à Bourges. Vous voyez, il y a véritablement un continuum. Alors, je suis passé un peu vite sur une diapo précédente. Si vous avez bien lu, vous avez vu que tout le monde s'est posé la question en 1818 de quoi faire des fusées de Toulouse. Et je suis tombé sur un document extraordinaire en d'aménagement du territoire qui dit qu'il n'y avait aucun avenir pour la fusée à Toulouse et qu'il fallait les envoyer à Metz. Bien, et donc là, vous avez une photo des fusées stockées à Bourges. Et ce qui est triste, c'est que non seulement la fusée va être arrêtée, bon, parce qu'effectivement, ça s'arrêtera dans le monde entier, en fait. Je pense que Metz était probablement le plus grand centre de fusées au monde. Je n'ai pas trouvé le plus important dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et puis, donc, non seulement ça va s'arrêter, mais en plus, Bourges va détruire beaucoup de ses fusées.